d'obtenir un cessez-le-feu, effectivement, pour 30 jours, et nous sommes d'accord. Mais il y a un point. Un média russe, maintenant, Давайте Первый канал российского телевидения, пожалуйста. Здравствуйте. bonjour. Первый вопрос Владимиру Première Владимировичу. question, Monsieur Как вы Poutine. оцениваете Quelle готовность appréciation Украины к donnez-vous sur le прекращению fait огня? Получили ли вы уже de... информацию о Est-ce que l'Ukraine est réellement prête à и какой будет passer un ваш cessez-le-feu? ответ? Et quelle Еще есть sera второй votre вопрос. Я прошу réponse? Et ответить puis j'ai une вас, deuxième как question, Владимир elle Владимирович. s'adresse à vous deux, messieurs les Координирует ли présidents. Москва и Минск свои позиции по Euh, мирному процессу? Quelle, Проводится quelle est la сегодня position de возможного Minsk et de соответствующей Moscou sur консультации? cette question et du cessez-le-feu? Avez-vous eu des consultations là-dessus? En ce qui concerne le fait, est-ce que l'Ukraine est prête au cessez-le-feu? Ce que je dirais, c'est que c'est l'appréciation que j'ai. Mais première chose, je tiens à remercier le président des États-Unis, Donald Trump, d'accorder une grande attention et tant d'attention au règlement de la question ukrainienne. Nous avons évidemment suffisamment les uns les autres d'affaires à traiter, d'affaires courantes, mais évidemment les chefs d'État, il y a le Premier ministre indien, il y a le président chinois, il y a le président brésilien, le président sud-africain qui accordent beaucoup de temps et d'efforts à ces questions. Évidemment, nous leur sommes reconnaissants parce que cette activité est évidemment noble puisqu'il s'agit ici de mettre fin aux hostilités et de mettre fin aux pertes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous sommes d'accord avec la proposition de mettre fin aux hostilités, mais nous partons du fait qu'un cessez-le-feu doit être tel qu'il puisse amener à une paix à long terme. Et pour cela, il faut éliminer les sources premières, les causes premières de cette guerre. Ensuite, savoir si l'Ukraine est prête à un cessez-le-feu. La rencontre entre les Américains et les Ukrainiens en Arabie Saoudite, évidemment, elle peut paraître comme une prise de décision de la part de l'Ukraine sous pression des Américains. En réalité, je suis absolument convaincu que la partie ukrainienne aurait dû réclamer cela aux Américains de façon beaucoup plus insistante sur la base de, comme vient de le dire M. Loukachenko, de la situation sur le terrain. Or, telle qu'elle est. Et je pense que parmi vous, beaucoup d'entre ont dû remarquer que je me suis rendu dans la région de Koursk et j'ai écouté les comptes rendus de l'état-major général et du groupement de forces sur le terrain à propos de la situation dans les zones frontalières et dans la région de Koursk d'une manière générale et sur ce qui se produit sur place. Donc la situation est totalement sous notre contrôle et le groupement de troupes qui est ukrainien qui est sur notre territoire est complètement isolé et il est sous notre feu. Donc, le commandement de ces troupes ukrainiennes à l'intérieur de cette zone de l'incursion, le contrôle est perdu. Et si dans les premières étapes, il y a 1-2 semaines, les militaires ukrainiens essayaient de sortir de cette poche par grand groupe, aujourd'hui c'est impossible, ils essayent de sortir par petits groupes, 2-3 hommes à la fois, parce que tout est sous le contrôle total du feu de notre côté. Les troupes sont abandonnées, ils ne peuvent pas les évacuer. Ça, c'est garanti. Et si ces derniers jours, il y a un blocage physique total, ils ne pourront plus du tout sortir. Il n'y aura que 2 moyens, soit se rendre, soit mourir. Et dans ces conditions, je pense que pour la partie ukrainienne, il serait bon d'obtenir un cessez-le-feu, effectivement, pour 30
jours et nous sommes d'accord. Mais il y a un point. C'est quoi ce point? La première chose, qu'allons-nous faire de cette incursion dans la région de cette poche dans la région de Kursk? Et s'il y a un cessez-le-feu sur 30 jours, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tous ceux qui se trouvent sur place vont sortir sans combat? On doit les laisser sortir après les crimes de masse qu'ils ont commis contre nos civils? Ou bien le commandement ukrainien va déposer les armes et simplement se rendre? Alors qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Et les autres questions, comment elles vont être résolues? Sur toute la ligne de front. Et ça représente à peu près 2000 km. Et comme vous le savez, les troupes russes avancent quasiment sur tous les secteurs de la ligne de front. Et là aussi, des conditions sont réunies aujourd'hui pour que nous puissions bloquer d'assez grands groupements de troupes. Et donc ces 30 jours, comment ils vont être utilisés pour qu'en Ukraine se poursuive la mobilisation forcée, pour que des armes soient livrées à l'Ukraine, pour que les unités mobilisées puissent faire une formation, ou bien il n'y aura rien de tout cela. Alors, il y a une question qui se pose. Comment va se résoudre la question de la vérification, du contrôle? Et comment aurons-nous la garantie que rien de tout cela ne se produira? Comment ce contrôle sera-t-il effectué? Et j'espère ici que tout le monde aura le bon sens de comprendre que c'est une question essentielle. Qui va donner les ordres de cesser le feu? Et quel sera le prix de ces ordres donnés? Imaginez, 2000 km de ligne de front. Qui va définir qui a enfreint, quel côté a enfreint l'accord de cessez-le-feu sur 2000 km? Et après, qui va rejeter la faute sur qui pour ces infractions au cessez-le-feu? Tout cela, ce sont des questions qui ont besoin d'être examinées de façon méticuleuse des deux côtés. Par conséquent, en soi, l'idée est bonne et évidemment, nous la soutenons. Mais il y a des questions que nous devons traiter et je pense que nous avons besoin de discuter avec nos collègues partenaires américains, peut-être avec le président, on va s'appeler avec le président Trump pour parler de ça. Mais en soi, l'idée de mettre fin à ce conflit par la paix, et nous le soutenons, évidemment. Je voudrais attirer l'attention des journalistes sur le fait que M. Poutine en a dit beaucoup plus que la question qui était posée. Et s'agissant des perspectives, il a beaucoup dévoilé la thèse vers laquelle va s'orienter la rencontre avec les représentants américains. Nous avons la même position que la Fédération de Russie, depuis longtemps. Tous les accords concernant le conflit en Ukraine, nous l'avons fait. Nous avons toujours et nous continuerons toujours de défendre la même position. Mais aujourd'hui, ni la Russie ni la Biélorussie constituent la raison de base de ce conflit. Je me souviens qu'un processus avait commencé et puis même avant le conflit, on était prêt à se mettre d'accord. Mettons-nous d'accord, nous ne voulons pas la guerre, en aucun cas.
Volodya Zelensky et nous-mêmes avions bien convenu que nous ne voulions pas la guerre. Et c'est l'histoire classique, malheureusement. Et demain, les chefs en Amérique changent et qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi je réponds directement à votre question. Les Ukrainiens devaient cesser le feu depuis très longtemps et s'asseoir à la table des négociations. Les contacts sont entretenus, mais les Occidentaux n'ont pas affiché une telle position. Et bien sûr, on le sait. Donc tout cela avait commencé depuis longtemps. Ça avait déjà commencé avec Poroshenko. Et cela lui avait été demandé. Arrête. On lui avait dit arrête. Et arrête ce qui se passe au Donbass. Non, c'est pas possible. Il y aura des élections et quand nous allons faire les élections, mais tu as le grivna. De quoi tu as besoin? Donc il n'y a plus de devise, il n'y a plus d'élections, il y a seulement la guerre aujourd'hui. Et tout avait commencé grâce à... Et M. Poutine était impliqué dans ce processus. Et il y avait des possibilités. Pourquoi ils n'ont pas arrêté l'opposition? Pourquoi ils n'ont pas arrêté? Et ils ne l'ont pas fait. Et pour ce qui est de notre position, elle est identique. Et je veux attirer l'attention, puisque nous sommes avec des journalistes, une prédiction. Si les Russes se mettent d'accord avec les Américains, les Ukrainiens et les Européens seront dans le même bateau. Ils ont aujourd'hui le destin de toute l'Europe qui se conduit, au moins pour les médias, de façon inacceptable. Et aujourd'hui, une autre fois, ils nous ont promis un certain nombre de choses. Nous connaissons les objectifs des uns et des autres, les intérêts, et je dirais que ce qui est de Zelensky, eh bien, il y a 3 peuples slaves qui ont vécu dans une situation normale et pendant des années. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a les questions aujourd'hui, quelles sont les questions qui intéressaient? Est-ce qu'à l'époque les Américains étaient intéressés par les métaux rares ou quoi que ce soit? Non. Aujourd'hui, comme par hasard, ça les intéresse. C'est pourquoi aujourd'hui il faut revenir il y aura des opérations avec nos forces intérieures, puisque c'est comme ça que nous devons nous comporter les uns avec les autres. Et il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Je voulais ajouter à ce qu'a dit M. Loukachenko, s'agissant du même bateau où se trouve l'Europe. Oui, si les États-Unis et la Russie se mettent d'accord sur la coopération en matière énergétique, les gazoducs pour l'Europe peuvent être garantis et cela sera profitable à tout le monde. Il y aura du gaz russe bon marché. C'est ce que je voulais dire. Je vous ai compris. Pour ce qui est de la situation sur le terrain, comme l'a dit M. Loukachenko, elle change, elle évolue. J'ai des rapports sur le commandement où on m'a dit hier, demain, Soudja sera dans nos mains. C'est ce qu'ils m'ont dit hier. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et je veux remercier
les combattants qui ont résolu ce problème. Et cela se fera exactement de la même manière sur les autres zones de combat. Et il n'y a pas que Soudia, il y a d'autres villages qui sont libérés les uns après les autres. Pour ce qui est de la situation sur le terrain, eh bien, nous nous mettrons d'accord sur ce qu'il convient de faire pour la suite, pour mettre fin au conflit et pour parvenir à une situation acceptable pour tous. Une autre question, deuxième question. ONT, vous avez la parole. Bonjour. La question sur le même sujet, puisque c'est un des sujets les plus discutés. Monsieur le Président, les intérêts de la Biélorussie comme allié stratégique de la Russie, mais comme voisin aussi de l'Ukraine, est-ce que votre opinion sera prise aussi en compte? Est-ce que vous en avez parlé à vos collègues? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement, dit le Président? Est-ce que les intérêts de la Biélorussie sont pris en compte dans ces négociations? Je ne comprends pas bien votre question. Mais ce que je peux dire, c'est que les intérêts de la Biélorussie, dans le cadre de nos relations c'est un allié extrêmement proche et ses intérêts sont toujours pris en compte. Dans le cadre de l'union entre nos deux États, nous avons une conception commune de l'activité politique et de la coopération sur la scène internationale. Nous travaillons ensemble dans l'espace eurasiatique. Nous menons une coopération sur de nombreux plans, notamment le plan économique. Et nous ne pouvons pas ne pas tenir compte des intérêts communs. Et n'importe quelle mesure que nous prenons, tout ce que nous faisons a une influence sur la Russie, sur la Biélorussie. Donc tenir compte des intérêts de la Biélorussie fait partie de l'essence même des intérêts nationaux de la Russie. Pour ce qui est de ce qui se passe sur la frontière, les États-Unis et la Russie sont en train de se mettre d'accord, mais les intérêts de la Biélorussie seront bien entendu pris en compte. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, la Russie est notre partenaire qui connaît très bien nos intérêts et qui ne les laissera pas de côté, exactement comme l'a dit le président. C'est pourquoi les accords sur l'Ukraine entre les États-Unis et la Russie, ou la Russie et l'Occident, où il y aurait qui ne tiendrait pas compte des intérêts de la Biélorussie, c'est un délire. Ensuite, c'est bien comme ça que nous comprenons la question. Ne pas tenir compte de la Biélorussie est quelque chose d'absolument inimaginable. Bonjour, Natalia Brynsk. Première chaîne d'information. Monsieur Loukachenko, Monsieur Poutine, est-ce que la normalisation des relations entre Moscou et Washington auront un effet sur le travail de substitution aux importations? Est-ce que les entreprises occidentales voudront revenir et que va-t-il se passer face aux efforts qui ont été faits en matière de souveraineté technologique? En ce qui concerne les substitutions aux importations et tout ce qui est lié à cela, et toutes ces restrictions illégales qualifiées de sanctions qui ont été imposées, d'abord, nos 10 partenaires sont maintenant vaccinés.
C'est un bon vaccin qu'ils nous ont donné. Et donc tous nos programmes liés au renforcement de notre souveraineté technologique vont être bien entendu poursuivis. On n'a fermé la porte à personne, nous n'avons chassé personne. Ceux qui veulent revenir, nous leur disons bienvenue, welcome, à tout moment. Mais nous partirons du fait que nous considérons la situation telle qu'elle est. Et donc, il n'y aura pas de préférences particulières qui seront accordées pour personne d'ailleurs. En tout cas, nous, il y a déjà un programme entre les mains du gouvernement qui va travailler là-dessus, qui permettra de favoriser nos producteurs à nous en ce qui concerne des aspects essentiels et mixtes de notre activité économique qui sont liés au secteur d'avenir. Évidemment, nous allons nous orienter sur les nécessités, notamment sur le plan des technologies de pointe. Nous allons anticiper et en même temps, nous allons, si on parle de nos partenaires, évidemment, si cela se manifeste de façon positive pour nous comme pour eux, évidemment. Donc aujourd'hui, le régime est encore clos, mais nous continuons à discuter avec nos partenaires sur leur éventuel retour sur notre marché dans un esprit de respect mutuel et des intérêts. Le président russe a dit justement, il avait dit, nous sommes prêts à nous mettre d'accord avec l'Ukraine. Je vous cite, mais ce que je voudrais, c'est que tout le monde comprenne bien que, et les Ukrainiens, nous revenons aux discussions après 3 ans, compte tenu de la situation telle qu'elle est sur le terrain. C'est parfaitement raisonnable, et évidemment, c'est mon point de vue. On peut appliquer les principes militaires dans le domaine civil. On part des conditions telles qu'elles sont. Le temps est passé, la situation sur le terrain a évolué. Donc venez si vous voulez, bienvenue. Mais comme l'a dit le président, nous avons appris beaucoup de choses pendant ce temps. Nous avons appris à faire beaucoup de choses. Nous en tirons les conséquences. Et je suppose que nous envisageons, si vous voulez faire ça, venez, d'accord, on a besoin de vous. Si ce n'est pas le cas, alors c'est non. Si oui, on choisira le meilleur. Donc la situation a évolué, d'accord, la balle est dans notre camp, mais nous savons comment répondre. Et puis ensuite, il faut bien comprendre que pendant ces 3 années, sous une pression de sanctions qui a été forte, on s'est mobilisé, nous avons fait beaucoup de choses et nous avons bien l'intention de continuer sur notre voie, mais nous choisirons ceux dont nous avons besoin. Je pense que cela est parfaitement juste et le président Poutine en a souvent parlé. On a fermé la porte à personne, mais nous accepterons en fonction de nos intérêts et de la situation sur le terrain, dans la mesure où ça nous est avantageux. La déclaration de Vladimir Poutine sur un cessez-le-feu en Ukraine marque un tournant potentiel dans le conflit, mais elle soulève également de nombreuses interrogations.